Alors, aujourd'hui, donc, je vais parler des plantes bio-indicatrices. Je vais parler des ravageurs et des auxiliaires au jardin et on va un petit peu parler de ce qu'on peut faire au jardin durant la première quinzaine du mois de mai. Alors, les plantes bio, alors je ne vais pas être exhaustif, hein, parce qu'évidemment, on peut en parler pendant des heures, mais je vais donc faire une introduction, puisqu'évidemment, c'est des sujets extrêmement vastes. Alors, les plantes bio-indicatrices, alors qu'est-ce qu'une plante bio-indicatrice? Ce sont des plantes qui poussent spontanément sur le sol, sur votre terrain, et qui vont pouvoir vous donner un certain nombre d'informations sur un certain nombre d'éléments. Alors, il faut savoir que le sol contient des millions, des milliards de graines mélangées, et ces graines vont germer en fonction des conditions extérieures. Et donc, certaines graines vont germer quand il va y avoir un sol qui est relativement sec, d'autres quand il y aura un sol avec plutôt acide, plutôt basique, d'autres quand le sol sera humide. Enfin, le fait que les graines sortent sont donc et s'installent, que les plantes s'installent, sont donc un signe de certaines caractéristiques du lieu ou du climat. Donc, c'est ça en fait une plante bioindicatrice. Alors, donc ça veut dire qu'une plante qui se plaît à un moment donné à un endroit peut ne plus se plaire à cet endroit l'année suivante ou quelques années après, en fonction des changements d'état du sol. Si par exemple on nourrit un sol régulièrement, le sol va changer. Si il y a un arbre qui pousse à côté et qui amène de l'ombre, les conditions vont changer. Mais voilà, donc c'est intéressant de voir et d'observer les plantes qui poussent spontanément sur un terrain. Alors, on ne peut pas dire parce qu'une plante pousse, un type de plante pousse en 3 ou 4 exemplaires, que le terrain est de telle ou telle qualité. Il faut évidemment qu'il y en ait déjà un certain nombre qui s'installent de manière spontanée pour pouvoir se dire, voilà, là je vois que j'ai la moitié de mon jardin qui est envahi par les orties. Là, on peut commencer à se dire, voilà, ça c'est un signe, par exemple, que le terrain est probablement assez riche en azote. S'il y a une ortie qui pousse dans un coin, ce n'est pas ça qui va permettre de faire ce genre de déduction. Alors, en général, donc, ces plantes vont pouvoir indiquer des carences, donc des manques qu'on va trouver dans le sol, des excès. Elles peuvent aussi donner une idée de la vie microbienne du sol à un certain endroit. Voilà, donc là, ici, je vais vous parler de quelques exemples d'indications que peuvent donner ces plantes indicatrices. Donc, j'ai fait un petit PowerPoint que je vais essayer de partager maintenant. Voilà. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Là. Voilà, j'espère que ça marche. Donc, s'il y a un souci, ah oui, je ne peux pas le savoir. Donc, ici, je présente le PowerPoint. Alors, voilà le type de plantes indicatrices qu'on va pouvoir observer. Par exemple, pour connaître la texture d'un sol, bien entendu, je vous ai déjà expliqué qu'on pouvait prendre un peu de terre et, par exemple, en faire un boudin. Si on n'arrive pas si on n'arrive pas à la travailler, probablement qu'il s'agit d'une terre plutôt sablonneuse. Si on arrive à faire un boudin relativement gros, elle est probablement à tendance limoneuse. Et si on peut faire un boudin très fin, voire faire un anneau avec ce boudin, on est très probablement en présence d'une terre argileuse. Mais voilà, on peut aussi observer qu'un certain nombre de plantes qui poussent spontanément sur un terrain peuvent vous donner une idée, une indication concernant la texture du sol. Par exemple, le laiteron maraîcher qu'on voit sur les quelques photos que j'ai mises en haut à gauche est un signe d'un sol plutôt lourd. Le chardon est également signe d'un sol plutôt lourd. Alors, ce sont des signes. Hein. Rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous avez un chardon que vous avez une terre nécessairement argileuse. Hein. Il faut aller un petit peu plus loin que ça. Mais voilà, ça donne des indications. Les sols légers vont plutôt voir l'apparition de plantes comme par exemple la fausse camomille. Ce sont également des indicateurs du taux d'acidité d'un sol. On va observer, par exemple, que dans les zones où vous avez beaucoup de châtaigniers qui se plaisent bien, donc qui poussent de manière spontanée, les sols ont tendance à être acides
Si vous avez du genêt, donc c'est la deuxième photo en partant du haut à gauche, genêt à balai, qui donne des petites fleurs jaunes, est également un signe de terre acide. En bas, c'est la fougère aigle qui s'installe également dans des zones acides. En haut à droite, il s'agit de l'héléborphétide, qui est un signe de terre plutôt basique, plutôt alcaline. Voilà, donc ici, vous avez quelques exemples, je ne vais pas les passer tous en revue. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est que certaines plantes, parfois en fonction de leur couleur, vont donner le niveau d'acidité. Par exemple, la pulmonaire, si elle donne une couleur rose, c'est signe que le sol est plutôt basique. Si elle donne une couleur bleue, la même plante, hein, si elle donne une couleur bleue, donnera indique un sol plutôt acide, et si elle est soit plutôt violette ou bicolore, il s'agit plutôt d'un sol neutre. Vous voyez, donc ces plantes peuvent donner toute une série d'informations qui sont intéressantes. Alors évidemment, ces informations sont intéressantes puisque, en fonction de ça, vous pourrez vous dire, ben, tiens, mes plantes, mon potager vont avoir des affinités avec tel ou tel sol. Si vous avez une terre plutôt acide, eh bien, vous avez, je ne parle pas de terre extrêmement acide, hein, parce que là, il n'y a pas beaucoup de plantes qui se plaisent, pas beaucoup de légumes qui se plaisent, si ce n'est peut-être le myrtillé. Par contre, des tomates, des fraises, tout ça, ça se plaît dans les sols acides. Si vous avez un sol plutôt calcaire, les choux adorent ça. Vous voyez, donc, c'est toujours intéressant de voir le lien qu'on peut faire avec le potager. Alors, elles sont également indicatrices d'un taux d'humidité. Donc, les sols frais, souvent plutôt à l'ombre, avec peut-être une rivière juste à côté, le sol qui reste relativement frais en permanence, vous aurez l'apparition de lierre terrestre. Lierre terrestre, ce n'est pas le lierre qu'on va pousser sur les murs, c'est une autre variété. La prêle également est un indicateur de sol plutôt frais. La cardamine, hirsute, c'est celle qu'on voit à gauche, qui est tout à fait comestible aussi, très très bonne en salade. C'est une des premières plantes d'ailleurs qu'on mange au printemps, avant qu'il y ait encore beaucoup de légumes. Donc ça, c'est signe de sol frais. Le sol très humide, donc si vous voyez par exemple du houblon naturel qui pousse un peu partout, de la consoude, surtout de la consoude, la reine des prés, ça c'est vraiment des sols humides, voire parfois très humides. Alors peut-être encore un dernier point, la richesse en azote, vous pouvez aussi la connaître en fonction du type de plante qui peut pousser. Si vous avez des zones avec énormément de gaillet-gratron, donc c'est l'image qui est en haut à gauche. Vous voyez, c'est cette plante-là qui pousse très très vite, qui passe au-dessus des autres plantes et qui accroche. Il y a des petites boules qui s'accrochent sur les vêtements. Donc ça, c'est le gaillet-gratron. L'autre nom, si je me souviens bien, c'est le plaque madame. Voilà, ça, c'est des plantes indicatrices de sol très riches en azote. Donc, ça veut dire que c'est probablement, sauf évidemment si c'est de l'azote importé, donc, par exemple des engrais, si c'est naturellement très azoté, vous avez un sol qui est plutôt riche. En bas à gauche, c'est le mouron blanc. C'est une petite plante qui est souvent considérée comme invasive par pas mal de jardiniers, mais qui, pour moi, est un excellent indicateur puisque le mouron blanc est le signe que vous avez un sol équilibré. Donc, si vous avez ça chez vous, dites-vous, chouette, c'est vraiment bien parce que mon sol est bon. Alors, il est un peu invasif, c'est vrai, mais il s'enlève assez facilement et surtout, il est comestible et très bon au printemps. Donc voilà, donc moi, j'en laisse toujours pousser un petit peu, pas trop, parce que sinon, il recouvre les autres légumes, mais voilà, on le mange au printemps. Donc, signe de richesse en azote. Voilà, il y en a d'autres, la podagraire, l'ortie. L'ortie est un signe de zone assez riche. Vous avez souvent des orties, par exemple, près des étables, là où les vaches ou le bétail a tendance à uriner plus. Enfin, c'est valable pour les humains aussi. Vous avez tendance à avoir plus d'orties dans ces coins-là. OK. Voilà, donc ça, c'est quelques exemples de signes, d'indicateurs de ce que peuvent donner les plantes indicatrices. Voilà, je vais en rester là. Si vous avez des questions, vous pourrez me les envoyer, alors soit maintenant, soit par mail, n'hésitez pas. Donc, je vais continuer sur ma lancée. Je vais vous parler donc des ravageurs des auxiliaires. Et ensuite, on fera une petite pause. Je verrai un peu si vous avez des questions. Et après, je vous parlerai un petit peu de ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire encore au jardin maintenant, début mai.
Donc, dans les ravageurs et auxiliaires, donc je vais pas parler, je vais peut-être toucher un petit mot de quelques actions qu'on peut faire, mais contre, par exemple, si vous avez certains ravageurs. Mais je n'ai pas tellement envie de parler de ça aujourd'hui. J'en parlerai plutôt quand on parlera des décoctions, des purins et autres traitements qu'on peut faire, parce que j'ai envie vraiment d'insister sur le fait, sur l'importance de la biodiversité au jardin, de l'équilibre qui doit être ce que vous cherchez à viser dans l'aménagement d'un jardin. Il faut amener, à mes yeux en tout cas, un maximum de biodiversité, que ce soit en plantes, que ce soit en faune, flore et autres. Donc, il faut vraiment travailler à ça, puisque c'est l'équilibre qui va vous permettre de ne pas avoir de ravages. Ça ne vous empêchera pas d'avoir quelques pucerons ou d'avoir quelques insectes indésirables, mais souvent, il y a évidemment des exceptions, souvent, vous allez éviter d'avoir des destructions complètes euh, de votre jardin. C'est ce qui se passe dans la nature. Une forêt, il y a des ravageurs dans une forêt, mais elle est capable, au vu de la biodiversité, également d'héberger tous ces prédateurs qui vont s'occuper de réguler cette population de ravageurs et d'éviter qu'elle n'explose. Et le problème des champs cultivés, c'est évidemment que on met un légume sur des hectares, et puis évidemment, aucun espace pour que les prédateurs puissent s'installer. Et donc, quand un ravageur s'installe, il a un champ libre pour pouvoir tout déguster. Et donc, évidemment, suite à ça, ben, les agriculteurs sont obligés de pulvériser et repulvériser et encore pulvériser. Voilà, donc la coccinelle, c'est évidemment l'emblème des insectes auxiliaires du jardin. Alors bon, évidemment, il faut des coccinelles au jardin. Alors, essayez de les attirer. Alors, mettez des abris pour les coccinelles. Vous pouvez évidemment acheter des petits trucs, des petites maisons bien jolies au magasin, mais ce n'est pas du tout la peine d'aller jusque-là. Entre nous, elles s'en foutent, hein, que ce soit une jolie petite maison. Mais mettez des petits tas de bois, des tas de... ouais, principalement des tas de bois un peu partout dans votre jardin, des tiges creuses. Par exemple, si vous cultivez du maïs, des tournesols, ah ben, plutôt que de tout jeter, vous mettez ça dans un coin, vous coupez un petit morceau, ou même vous les laissez complètes. Eh bien, il y a pas mal d'insectes qui vont venir se loger là-dedans pour l'hiver et être présents sur votre jardin l'année suivante. Sinon, pour les attirer, moi je mets aussi j'en ai déjà parlé certainement, des fèves des marais qui vont attirer les premiers pucerons noirs. Et une fois que vous avez des pucerons noirs, les coccinelles vont débarquer, s'occuper des pucerons noirs et seront présentes ensuite pour le reste de votre jardin. Alors, il y a pas mal de sortes de coccinelles. Hein. Il y a chez nous, la principale, c'est la coccinelle à 7 points, mais il y en a d'autres sortes. Ce n'est pas parce qu'elles ont d'autres couleurs qu'il s'agit de la coccinelle asiatique, qui est également présente, mais qui est parfois pas facilement reconnaissable. Alors, quand même très important, vous voyez en haut à droite les œufs de coccinelle. Donc, si vous voyez ça, ça ressemble un petit peu aux œufs de Doryphore, hein, mais bon, les œufs de coccinelle et alors surtout la larve. Vous voyez en bas à droite, ça ressemble pas trop aux coccinelles, mais c'est la larve de coccinelle. Et c'est celle, les coccinelles mangent des pucerons, mais la larve surtout va consommer énormément de pucerons. Moi, l'année dernière, j'avais un sureau noir qui avait été attaqué par les pucerons. J'ai laissé faire, donc il a été bien attaqué. Et ensuite, les coccinelles ont pondu dessus. Et au bout de quelques semaines, ça ne prend pas 2-3 jours, hein, au bout de quelques semaines, j'avais certainement une larve par feuille à l'arbre. Donc, c'est assez extraordinaire. Donc, coccinelle, excellent. Alors, la chrysope, un peu moins connue, ça s'appelle aussi la mouche aux yeux d'or. Là, vous voyez le type de boîte qu'on peut fabriquer pour les attirer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la larve, donc en bas à droite, vous voyez, ça peut faire peur quand on voit ça, en se disant, tiens, c'est quoi ça, ça va attaquer mes plants? Pas du tout. C'est aussi un excellent prédateur des pucerons. Et il a la caractéristique de pondre ses œufs, vous voyez, en bas à gauche, au bout d'un fil, ce qui lui permet de pondre au milieu des pucerons sans que les fourmis puissent attaquer les œufs. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, la chrysope, très joli insecte, qu'on voit souvent même en fin de saison rentrer dans les maisons, protéger, passer l'hiver. Alors, le cirfe, alors ça, c'est, bon, certaines personnes ont tendance à le confondre avec une abeille, c'est pas du tout de la famille des abeilles, c'est plutôt de la famille des mouches, c'est un diptère. Et donc, on le reconnaît assez facilement parce qu'il vole sur place au-dessus des fleurs. Et donc, l'insecte adulte va consommer le nectar dans les fleurs.
Et alors que la larve qu'on voit en bas à gauche, qui ressemble aussi à un insecte un peu bizarre, va consommer les pucerons. Donc les cirques, il faut absolument les protéger. C'est pour ça que si on met des fleurs au jardin, ça va attirer les adultes qui seront présents, qui vont repérer les pucerons et pondre des œufs dans les endroits où il y aura des pucerons et les larves s'occuperont de nettoyer l'endroit. Perce-oreille. Alors perce-oreille, vous voyez en haut à droite. Donc en bas à gauche, c'est avec les grandes pinces, c'est le mâle, les petites pinces, c'est la femelle. Et en bas, en haut à droite, c'est les abris qu'on peut installer, donc un pot en terre cuite retourné dans lequel on met de la paille et les perce-oreilles vont venir s'installer dedans. On les accroche par exemple dans les fruitiers, puisque pendant la journée, vous ne les verrez pas, mais pendant la nuit, ils vont sortir et aller sur les branches de vos arbres fruitiers pour consommer des insectes ravageurs qui seraient en train d'attaquer, par exemple, vos fruits. Alors, certaines personnes, et j'en fais partie aussi, trouvent que ce n'est pas 100% un auxiliaire, puisque parfois, quand il n'a plus à manger, il va avoir tendance à s'attaquer à certaines fleurs, et donc ça peut être un peu gênant. Mais bon, moi, je laisse courir, quoi. Franchement, je laisse courir. Il est en tout cas de loin, plus auxiliaire que ravageur. Évidemment, si vous avez certaines fleurs bien jolies au jardin et qui s'attaquent à ces fleurs-là, c'est évidemment plutôt gênant. Les bourdons font partie de la famille, même famille que les abeilles, les guêpes, et fourmis d'ailleurs, c'est des hyménoptères, qui vont polliniser. C'est un des premiers pollinisateurs. Il est capable de sortir par des températures, si je me souviens bien, de 7 ou 8 degrés. Et donc, au printemps, c'est lui qui va polliniser pas mal de fleurs. Donc, il construit son nid, donc ils vivent en petites colonies, ils construisent leur nid en général dans la terre, dans des endroits, souvent dans les endroits, les trous de campagnols, les trous abandonnés de campagnols. Bourdons à protéger. Abeilles domestiques que vous connaissez, il ne faut pas les confondre évidemment avec les abeilles solitaires. Ça, il s'agit bien de l'abeille domestique qu'on élève dans les ruches, qui sont des pollinisateurs énormes, et donc il faut évidemment les protéger. Alors, il y a les guêpes et les frelons. Alors, évidemment, on peut en avoir un petit peu peur parce que ça pique, et c'est vrai que ça pique. Mais c'est un auxiliaire extrêmement important. Moi, j'en ai déjà vu faire, notamment, je me souviens de choux, dans lequel l'abeille, les guêpes faisaient le tour systématiquement de toutes les feuilles de chou en passant en dessous de chaque feuille de chou pour repérer les chenilles du pierride qui mangent les feuilles de chou. Et je l'ai vu attraper des chenilles pour les emmener dans la ruche où ils les donnent à manger à leurs larves. Donc, c'est un auxiliaire. Les frelons, alors ici, juste petite info, là, le frelon commun, c'est celui, vous voyez là, il est plus gros, c'est le nôtre, c'est celui de nos régions, il y a une espèce de tache rouge dessus, facilement reconnaissable. Facilement reconnaissable. Et il y a maintenant, depuis 2-3 ans, le frelon asiatique est arrivé en Belgique, qui vient d'Asie et qui commence à envahir toutes nos régions. Alors, ils forment des grosses ruches en haut des arbres qui ressemblent un peu à un ballon de basket. Et voilà, c'est plutôt embêtant parce que le problème avec le frelon asiatique, c'est qu'il attaque les ruches, les abeilles, toutes les abeilles domestiques. Et donc, il y a quelques frelons, avec quelques frelons, ils sont capables de décimer une ruche complète. Et donc, voilà, ça, c'est le souci. Je crains malheureusement qu'on doive s'adapter parce qu'on ne va pas pouvoir le détruire. Enfin, ce n'est pas le seul à s'installer. Donc, voilà, ça fait partie de la mondialisation. On a, voilà, le coronavirus qui débarque, on a le frelon asiatique. Il y a pas mal d'animaux qui débarquent à cause de ça. Enfin, c'est un autre sujet. Hérisson, excellent auxiliaire du jardin. N'allez pas chercher un hérisson pour le mettre dans votre jardin. Ils sont protégés, on ne peut pas faire ça. Et en plus, ils ont besoin de plusieurs kilomètres. Chaque nuit, ils peuvent parcourir plusieurs kilomètres pour se nourrir. Donc, si vous avez la chance d'en avoir un qui passe naturellement dans votre jardin, c'est probablement qu'il y a des ouvertures, des passages, des trous qui lui permettent de passer d'une zone ou d'un jardin à un autre. Et donc, laissez-le faire. Il se balade la nuit, normalement, vous ne le verrez pas beaucoup. Et il mange tout ce qui est limaces, escargots, et donc voilà, excellent auxiliaire.
Grenouilles et crapauds, pareil, encore plus les crapauds que les grenouilles, d'où l'intérêt d'avoir une mare pour pouvoir leur permettre de pondre et d'attirer un maximum de batraciens dans votre jardin, puisqu'ils vont protéger votre jardin en mangeant aussi limaces escargots. En plus, le crapaud, il a une substance toxique sur sa peau et quand il se balade, il laisse ça au niveau du sol ou près des plantes et les limaces n'aiment pas trop ça. Donc, ça fait partie d'un écosystème, de l'équilibre qu'il faut chercher à avoir dans un jardin. Donc, une petite mare, même si vous avez un petit jardin, hein, moi j'ai déjà fait des petites mares qui font 1 m², hein, donc une cuve, par exemple les cuves IBC, donc ce qu'on appelle les tonnes d'eau, là, on en coupe une, on met ça dans le sol, ça fait peut-être 800 litres d'eau, 1 m², et au bout de 2 ans, vous allez avoir des grenouilles qui vont s'installer, vous ne saurez pas d'où ils viennent, quoi. Entre parenthèses, ça peut venir par les oiseaux, par exemple, si un œuf ou un tétard, principalement un œuf, se colle aux pattes d'un oiseau, il peut débarquer de cette manière-là. Donc, auxiliaires. Les araignées, bien entendu, ici c'est une éperdiadème, il y a plein de variétés d'araignées qui sont des excellents auxiliaires de jardin. Dans ma serre, par exemple, je favorise l'installation de ce type d'insectes, évidemment, puisque parfois ce qu'on a, c'est qu'il y a les aleurodes, je n'ai pas de photo ici, mais des petites mouches blanches qui peuvent envahir les serres. Si vous avez des araignées dans votre serre, eh bien, ils vont venir se prendre dedans et vous n'aurez pas l'invasion, quoi, puisqu'ils n'auront pas le temps de se reproduire suffisamment pour attaquer. Donc, en plus, c'est très joli quand il y a un peu de rosée dessus. Donc, à privilégier. Les taupes, alors là, évidemment, si vous avez un beau gazon bien net, c'est un souci puisque ça peut faire au niveau esthétique des petites mottes, des petites buttes un peu partout dans le jardin. Mais moi, je le mets dans la famille des auxiliaires puisque il fait des trous, des tunnels dans le sol. Donc, il aère le sol. Il va manger énormément. Bon, il mange pas mal de vers de terre, ça c'est moins drôle, mais surtout aussi, il va manger des insectes ravageurs, comme par exemple les larves de tipules, les larves de, comment, pas de cétone, mais de hannetons, voilà, on revient dessus. Et donc voilà, c'est intéressant d'avoir des taupes au jardin. En plus, donc c'est un pur insectivore, hein, donc il ne va pas attaquer vos légumes. Évidemment, s'il fait son terrier et qu'il remonte la taupinière au milieu de vos légumes, bon, là, ils vont un peu moins se plaire, évidemment. Mais globalement, moi, j'observe dans mon potager qu'ils font plutôt les buts dans la pelouse, dans la partie pelouse, mais pas tellement dans les buts dans le potager. Donc, je laisse faire en plus. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Et si, comme j'ai des campagnols, si il croise un campagnol, croyez-moi, le campagnol se fait tuer parce qu'ils sont assez agressifs. Les cloportes, alors on a tendance à se dire, tiens, cloporte, moi par exemple, j'ai mes fraises ou j'ai mes pêches qui sont attaquées par les cloportes. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On prend le fruit et on voit un cloporte dedans et on voit un trou et on se dit, ah ben tiens, voilà, c'est le cloporte qui mange ma fraise. Ce qui est complètement faux. Les cloportes se nourrissent de matière en décomposition. Ce qui se passe, c'est que vous avez par exemple votre fraise, par exemple, elle est attaquée, il y a un oiseau qui pique dedans ou il y a une limace qui l'attaque un peu et elle commence à pourrir. Eh bien, les cloportes vont venir nettoyer tout ça et après, vous aurez un trou qui est net. Ils vont le nettoyer. C'est pour ça que parfois, vous voyez des fruits avec des trous nets qui ne pourrissent plus. Eh bien, c'est grâce à eux. Donc, ça, à protéger. Ils aiment bien les pierres, les plaques en dessous desquelles ils vont pouvoir se réfugier. Scolopendres, voilà, ça sont ça pique, hein, donc il faut faire attention, il ne faut pas les prendre en main. Et voilà, ça va aussi protéger votre jardin parce que ça attaque pas mal. Ça mange des œufs, d'escargots, de limaces. Ça attaque également pas mal de ravageurs. Donc ici, je fais une petite liste, hein, vous voyez, mais c'est juste pour donner des exemples parce que vous avez certainement déjà vu tous ces insectes au jardin. Parfois, en vous posant la question, qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont assez courants. Je ne fais pas une liste exhaustive, forcément. Il y a des milliers de variétés différentes. Je ne vais pas faire ça parce que je ne les connais pas tous loin de là. Mais voilà, j'aime bien quand même parfois faire la différence, vous puissiez faire la différence entre un insecte, je ne vais pas dire bon ou mauvais, parce qu'ils sont tous bons, ils ont tous leur sens, même les limaces. Mais voilà, il faut savoir qu'il y en a qui vont vous aider, alors que d'autres vont plutôt attaquer vos plantes.
Les vers de terre. Alors ici, bon, il y a pas mal, enfin, il y a plusieurs familles de vers. Mais j'ai envie de faire peut-être la différence entre les vers des composts qui sont à gauche, vous voyez, qui sont un peu plus rouges, et qu'on va trouver dans les composts. Eux, ils vont décomposer la matière organique et on ne va pas les retrouver dans la terre même. Tandis que le lombric, le bien connu lombric, lui, il se balade dans la terre et il va, en fait, il mange la terre, si on veut, et il va produire, il va prendre, extraire des nutriments de cette terre et puis rejeter des déjections qui vont nourrir votre sol, qui vont nourrir et qui vont aérer les vers de terre, aèrent le sol. Donc, c'est vraiment c'est pas des insectes, des animaux à attirer. Il faut les attirer. Et une bonne manière de faire, c'est de pailler parce que ça va les attirer. Si vous mettez des cartons sur le sol, vous allez voir rapidement les vers qui viennent s'installer en dessous. Voilà. À droite, c'est une vermicompostière. Je peux en parler maintenant, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça permet de faire en fait du compost à l'intérieur. Les carabes, ça j'adore, ce sont des coléoptères qui attaquent limaces, escargots et autres. Donc ce sont vraiment des auxiliaires du jardin. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas donner, par exemple, je pense au métaldéhyde, les granules bleus métaldéhyde qui vont tuer les limaces. Après, le carabe va manger ça, il va mourir, et l'année d'après, vous aurez les limaces, et les carabes, eux, vont mettre 2-3 ans avant de revenir au jardin. Donc, à ce jeu-là, vous serez toujours en guerre contre la nature. Les oiseaux, là, voilà quelques exemples de mésanges qui sont bon, elles mangent des graines et des tas de choses, mais c'est vrai que tous les oiseaux, en période de nidification, je vais dire tous, oui, tous, en période de nidification, en tout cas quand ils commencent à nourrir les oisillons, leurs rejetons, ils consomment énormément d'insectes, chenilles, larves et autres, puisqu'ils ont besoin de leur donner une nourriture très protéinée. Donc ça, il faut les attirer au jardin. Ça participe énormément à l'équilibre et à la bataille contre les insectes ravageurs. Donc mettez des nichoirs dans votre jardin pour les attirer, pour leur fournir le logement. Voilà, les papillons, pollinisateurs, il faut leur prévoir des espaces où ils peuvent s'installer et pour les nourrir. Et, petite info, les zones avec des orties sont excellentes puisque les orties constituent dans nos régions la nourriture et les zones où ils peuvent pondre pour énormément de papillons. Évidemment, certains sont utiles, pas du tout des ravageurs, d'autres le sont un peu plus. Voilà, ici, vous voyez en haut, troisième niveau, le pierrite du chou, bien connu, papillon blanc avec une petite tache noire qui attaque les choux. Ça, c'est évidemment gênant. Vous voyez là, une guêpe qui attaque une chenille de pierrite. Voilà. Donc ça, ce sont pour les papillons. Alors, j'ai mis ça aussi puisque vous avez le mulot, le campagnol et la musaraigne qui ont tendance un peu à se ressembler, sauf quand on les met les trois les uns à côté des autres, on voit que ça n'a rien à voir. Donc le mulot, lui, c'est plutôt un mangeur de graines qui fait finalement pas tellement de ravages au potager. On le reconnaît parce qu'il a des longues oreilles, une longue queue et un long museau. Le campagnol, au niveau central, lui, est un ravageur du jardin. Il creuse des galeries souterraines et il va consommer énormément de légumes racines, y compris parfois les arbres fruitiers, les racines des arbres fruitiers. Donc, on le reconnaît, hein, les racines les tunnels sont assez peu profonds et parfois on voit même la terre qui se soulève sur une ligne au potager. Vous voyez ça, si vous faites une ligne de carottes, parfois ils vont manger toute la ligne. Ça, évidemment, c'est plus gênant. Et à droite, par contre, il s'agit d'une musaraigne qui est un pur insectivore. Et donc ça, celui-là, il va vous manger énormément d'insectes ravageurs au jardin et pas du tout toucher à vos légumes. Malheureusement, on voit souvent des chats qui attrapent les musaraignes, qui les tuent puis qui les laissent parce qu'en fait, elles ont une odeur qu'ils n'aiment pas. Mais voilà, c'est l'instinct chasseur du chat domestique. On se dit, ah, chouette, il protège mon jardin, mais voilà, quand il chope une musaraigne, ce n'est pas le cas.
Les limaces, les fameuses limaces, voilà, il y en a de toutes les sortes. Alors, je ne sais plus si j'en avais parlé, mais voilà, petit rappel. Quand on a des limaces, soit on les empêche d'arriver, soit on les amène ailleurs, on les attire ailleurs, soit en dernier recours, on s'en débarrasse. Alors, il y a plein de trucs qui existent sur Internet. Vous voyez, par exemple, pour les empêcher d'arriver, la cendre de bois. Alors, on met les coquilles d'œufs, on met des purins d'hiver et autres. J'ai déjà tout vu. J'ai déjà essayé beaucoup de choses et au final, euh, maintenant, je fais quasi plus rien. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de travail finalement pour des résultats que je ne trouve pas toujours exceptionnels. Bon, je mets quand même des choses qui marchent. Cendre de bois, sauf s'il pleut dessus, il va falloir renouveler. Il ne faut pas mettre non plus trop de cendre de bois, puisqu'après, elle va entrer dans le sol. Alors, c'est bien, c'est riche en potasse, donc pour certains légumes, c'est pas mal. Mais si on a trop, il y a une saturation. Alors, quand je mets colorette, ce sont des. Quand vous repiquez des légumes et que le temps est humide, alors pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, je ne suis pas du tout gêné par les limaces, il fait sec. Franchement, j'ai pas du tout d'attaque. Des collerettes, c'est par exemple des pots, des godets en plastique dont on coupe le fond et vous mettez par exemple vos petites laitues, vous mettez le godet, vous coupez le fond et vous le mettez autour et ça fait comme une petite barrière, une petite protection pour gêner des limaces. Pas les empêcher parce qu'elles sont toujours capables de passer, mais ça permet simplement parfois de gagner quelques jours pour que la laitue s'installe et une fois qu'elle est installée, alors elle ne sera plus attaquée. Vous pouvez les enlever à la main. Alors, c'est un peu dégoûtant, évidemment. Vous sortez le soir avec une lampe de poche et parfois on voit des visions d'apocalypse, des limaces partout. Ça arrive. Et là, ça marche très bien de les ramasser à la main. Et si moi, ce que j'ai, c'est que je les donne aux poules. Mais voilà, après, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est une méthode très efficace. Aussi, vous pouvez mettre des planches un peu partout au jardin, puisque la nuit, la journée, elles vont venir se réfugier sous ces planches, et vous n'aurez donc qu'à retourner les planches pour attraper les limaces et vous en débarrasser, notamment auprès des poules. En dernier recours, ah oui, pour les attirer ailleurs, je ne l'ai pas noté là, mais on peut, si vous mettez un compost un peu plus loin, avec une odeur un peu plus forte, ça a tendance à les attirer au compost et les éloigner de votre potager. Euh, Sinon, en granules, si jamais vous devez vraiment passer par là, n'utilisez pas le métaldéhyde, ce sont des granules bleues chimiques qui tuent tout. Donc, si vous avez tué la limace, donc elle fait tout. Vous voyez, sa caractéristique, la limace fait une traînée de bave et puis elle meurt. Mais ça, si c'est mangé après par un oiseau, ou par un carabe, ou par un hérisson, ils vont mourir aussi. Donc ça, non, quoi. Par contre, il y a des granules bio qui sont à base d'orthophosphate de fer, qui sont une sorte de coupe-faim. Et là, les limaces vont manger ça et puis vont arrêter de se nourrir et vont aller mourir dans un coin. Donc, vous ne verrez pas ces traînées de bave sur le sol. Donc, voilà, ça, c'est en dernier recours. Alors, voilà, donc ce sont quelques prédateurs des limaces, donc les oiseaux, les grenouilles, les carabes, les escargots, parce que, ou aussi d'autres limaces, il y a des limaces prédatrices de limaces qui mangent les œufs des autres limaces. Faut le savoir, ne sont pas toutes nuisibles, il y a des limaces auxiliaires. Les escargots, ben, c'est un peu similaire. Alors, les alpises, ce sont des petits coléoptères qui vont attaquer plutôt les crucifères. Vous allez les voir sur les choux, vous allez voir sur les radis, et ça fait des petits trous un peu partout. On les appelle aussi puces de terre. Si vous essayez de les prendre, ils sautent en l'air. Et ça, en fait, maintenant, il y en a pas mal, puisqu'en fait, on est en période assez sèche. Et donc, voilà, ils aiment ça. Donc, alors, l'idéal, il faut prévoir, c'est des filets anti-insectes. Mais bon, ça coûte cher, je trouve que c'est pas très solide. Donc, ça, j'évite. Tant pis, quoi. Sinon, ils n'aiment pas. Vous pouvez arroser les plantes. Ils n'aiment pas du tout. Quand c'est humide, ils ont du mal à se reproduire. Et donc, en les arrosant régulièrement, vous allez freiner leur invasion. Sinon, de nouveau, hein, biodiversité au maximum. Bon, j'avais vu des petits bricolages aussi. Bon, vous pouvez pulvériser aussi des purins, des purins, Tanésie et autres. Ça, j'en parlerai une autre fois. Voilà, Altise à reconnaître.
Alors ici, bien faire la distinction entre le hanneton et le cétoine. Le hanneton que vous voyez en haut à gauche est en… vous voyez, c'est la larve qui est au-dessus, qui a donc des gros yeux, une grosse tête et des pattes assez longues. Il ne faut pas les confondre avec le cétoine doré qui est en bas à gauche, c'est l'insecte adulte, et en bas à droite, vous voyez que bon, là, on voit la différence, mais parfois, vous allez trouver ça. En fait, les cétoines dorées, vous allez les trouver plutôt dans le compost. Si vous voyez ça, laissez-les, parce que ce sont des insectes qui ne vont pas du tout attaquer vos plantations. Donc, ils sont excellents au niveau dans le compost, ils font leur job, laissez-les. Le cétoine, le hanneton, lui, est un ravageur. Donc là, c'est plus gênant. Là, on peut s'en débarrasser. Les tipules, vous voyez ce qu'on appelle parfois les gros moustiques, mais qui ne sont pas du tout des moustiques. Alors, la larve est à droite et elle attaque souvent les plantes au niveau du collet. Donc, je rappelle, le collet, c'est l'endroit où la plante sort du sol. Donc, par exemple, les laitues, vous allez voir une laitue qui d'un coup se fane. Alors, allez voir et vous voyez, par exemple, la laitue, elle est une jeune laitue. Elle est coupée. Et ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous creusez un peu autour, vous allez tomber, il y a des chances que vous tombiez sur ça. Et moi, c'est ce que je fais, quoi. C'est aussi bête que ça. Je creuse un peu autour, le sol est très meuble, c'est assez facile à trouver, je tombe là-dessus, puis ça, je me débarrasse de ça. Les pucerons, oui, pas mal, hein, les attaques là. Donc là, on favorise les insectes auxiliaires, puisque les pucerons, en fait, elles vont affaiblir la plante en consommant la sève qui est dans la plante et produire du miella. Et le miella et les déjections des pucerons vont favoriser un champignon qui s'appelle la fumagine, qui va aussi couvrir les feuilles et donc réduire la possibilité pour les plantes de faire la photosynthèse et voilà, de détruire vos arbres. Donc là, il faut vraiment favoriser au max la biodiversité. Sinon, pulvérisation savon noir, ça marche pas mal, quoi. Ou parfois bêtement un jet d'eau. Bon, là, c'est quand même déjà bien avancé. Pédorifort, ça c'est voilà, la hantise de tous les producteurs de pommes de terre, puisqu'ils ils peuvent en quelques jours détruire toutes les feuilles des plantations de pommes de terre. Ils aiment le temps chaud, et donc pas exclu que cette année, on ait pas mal d'attaques de dorifort. Donc, on peut, dans les plantes qui les repoussent, on peut mettre des soucis en mélange avec les pommes de terre. On peut, pour savoir si vous avez une attaque de dorifort, vous plantez des aubergines pas loin. Bon, évidemment, si vous avez une attaque, l'aubergine est la première à se faire attaquer, donc vous n'aurez pas d'aubergine, mais vous pourrez détecter une attaque assez rapidement, plus facilement, de dorifort et réagir. Sinon, bon, on les enlève à la main. Quand on fait ça au début, c'est gérable. En tout cas, je ne parle pas des plantations de plusieurs hectares, mais au niveau d'un potager, c'est gérable. Et alors ici, je réponds à une question qui m'a été envoyée donc par un jardinier. Donc, il m'a envoyé une photo il y a une attaque d'une chenille verte sur ses groseilliers à macro. Il ne s'agit pas d'une chenille, même si ça ressemble. C'est une fausse chenille. En fait, il s'agit de l'insecte qui s'appelle le tentrède. Et les larves, en fait, mangent les feuilles. Ils peuvent quasi tout manger assez rapidement. Donc, la mouche, en fait, l'insecte est en haut à droite. Donc, c'est tout l'intérêt. Quand vous avez une attaque, je l'ai dit et je le répète, hein, faites des photos, essayez de reconnaître quel insecte est là. Une fois que vous l'avez reconnu, allez sur Internet, allez dans les livres, voir leur cycle de vie, voir leur mode de vie pour pouvoir ensuite agir par rapport à ça. Par exemple, ici, vous dites, tiens, j'ai des chenilles, je vais mettre un produit anti-chenille, alors même un produit naturel, hein, comme le Bacillus thuringiensis, qui est une sorte de maladie, si on veut, qu'on inocule aux chenilles, mais ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas une chenille, justement, c'est pas une chenille. Et donc, vous voyez, le fait de reconnaître l'insecte va pouvoir vous permettre d'agir mieux. Donc, ici, donc ça, une photo qu'un jardinier vient m'envoyer maintenant, hein, donc on est fin avril. Alors,
pourquoi elles sont déjà là? Normalement, elles devraient débarquer plutôt au mois de mai, mais comme il a fait tellement chaud, elles sont en avance. Donc, dans ce qu'on peut faire, alors au début de l'attaque, on peut, alors de nouveau, c'est pas très agréable, mais on peut les écraser à la main. Voilà, ça permet. Moi, je fais ça assez souvent. Hein, les pierrites sur les choux, j'essaie de repérer les œufs. Euh, J'écrase les œufs. Si je les ai pas repérés, en général, ils pondent et alors il y a des tas de petites chenilles qui sont regroupées. Et à ce stade-là, c'est aussi très facile de les écraser. Après, si vous ne le faites pas, les chenilles vont devenir plus grandes et alors il va y en avoir partout sur votre chou. Et là, ça devient plus compliqué. Mais si on intervient tout de suite, au début, c'est assez facile. Donc là, par exemple, on pourrait très bien agir au début. Alors là, peut-être que l'invasion est déjà trop importante. Alors si c'est le cas, on peut préparer un mélange de huile de colza et de savon noir et on pulvérise. Alors souvent, ils ne sont pas bêtes non plus, ils se plantent en dessous des feuilles. Hein. Mais bon, là, quand ils sont des défoliatrices, elles vont tout manger, on va les voir. Donc, huile de colza et savon noir. Et puis, sinon, de nouveau, quand on analyse le cycle de vie, on se rend compte que les larves vont tomber au sol, vont creuser, vont se nymphoser, donc faire une petite nymphe qui va être dans le sol, pour après ressortir et réattaquer la plante. Et donc, dans ce qu'on peut faire, par exemple, en fin de saison, c'est gratter un petit peu le sol autour des groseilliers pour que les oiseaux puissent facilement accéder aux nymphes et donc nettoyer votre sol. Et si vous avez des poules, vous pouvez également, si c'est des groseilliers, ils ne vont pas attaquer vos groseilliers, vous pouvez les lâcher en grattant un peu le sol. Alors, pas maintenant, c'est un peu tard, quoi, hein, mais en fin de saison, pour qu'elles nettoient en dessous des groseilliers. L'idée, c'est vraiment de casser le cycle. Voilà, donc ici, on a fait le tour. Voilà, alors, je vais jeter un petit coup d'œil aux questions qui m'ont été posées. Qu'est-ce que j'ai? Alors, quand le jardin est emmuré, est-il possible de créer une mare? Oui, tout à fait. Ici, moi, à Mons, donc dans mon jardin, là où j'habite, il est complètement emmuré. J'ai mis une mare et j'ai des grenouilles dedans. Et je ne les ai pas amenées, quoi. Je n'ai pas amené les œufs, surtout faites pas ça. N'amenez ni les œufs ni les grenouilles. Euh, D'abord, c'est interdit. Et puis, si vous amenez des grenouilles, elles vont vouloir retourner dans leur mare d'origine. Et comment vous les perdrez, quoi. Donc, elles arrivent, elles s'installent. Il y a des trous, il y a des passages, ou comme j'ai dit, elles peuvent arriver avec les oiseaux. Alors, le gendarme, oui, je vois, c'est un petit insecte, c'est le gendarme suisse, c'est une punaise, en fait, qui n'est pas du tout gênante, et qu'on voit parfois en grande quantité, souvent sous les tilleuls, euh, mais il va pas, ça pose pas, ça pose pas de souci. Quand on pose la question du rôle, on ne connaît pas tous les rôles qu'ils jouent, mais il ne faut jamais oublier qu'on fait partie d'un écosystème. Donc, c'est-à-dire que donc vous avez, attends, je vois le chou attaqué par les gendarmes. Là, je suis quand même très étonné. Envoyez-moi une photo pour être bien sûr que c'est je ne crois pas que c'est un gendarme. Alors, ça peut être une autre variété de punaise. Alors, je vois c'est quoi Pyrocoris. Alors là, mon latin est loin. Il faudrait que j'aille voir sur Internet. Mais renvoyez-moi alors un mail par rapport à ça. Mais une photo, ce serait bien pour être bien sûr de ce que c'est. Alors, je vois ici des punaises vertes ou grises sont nuisibles. Alors, il y a certaines punaises qui sont des punaises prédatrices, c'est-à-dire qui vont attaquer d'autres insectes, et d'autres punaises qui vont sucer la sève grâce à un rostre, donc un appendice nourricier, si on veut, sur leur tête, et ils vont se nourrir de sève. Donc, de nouveau, de manière générale, nuisibles, utiles, moi, je considère qu'ils ont toujours un sens. Donc, personnellement, je ne passe pas mon temps à me battre contre tout ça. Clairement, je les laisse vivre leur vie parce qu'elles ont à chaque fois des prédateurs.
qu'on ne connaît pas nécessairement à chaque fois. Et donc, si vous passez votre temps à vous battre contre, ne faites ça que si vous voyez vraiment qu'il y a un énorme souci, que votre plante, elle est en train de péricliter. Et encore, moi, si c'est le cas, c'est que c'est pas toujours facile à entendre. Moi, je me dis, si une plante, elle se fait attaquer trop souvent et qu'elle disparaît, ben, finalement, c'est qu'elle n'est pas à sa place. Et je ne vais pas passer mon temps à me battre contre la nature. Je vais plutôt y mettre autre chose. Et sincèrement, des pulvérisations et des choses comme ça, moi, j'en fais pas et j'ai rien vraiment abandonné. Si par exemple, bon, j'ai pas de bouillie, il y a des personnes qui mettent des bouillies dans leur jardin. Le truc, c'est que le bouilli, en fait, les bouillies, c'est très joli. Hein, on fait des artopierres, on fait des formes de bouillie. Voilà, c'est plutôt jardin à la française, sauf que maintenant, il y a les pyrales du bouilli qui a débarqué et qui attaquent ça. Alors, vous pouvez vous battre, pulvériser, 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 ou bien vous pouvez vous dire, je vais mettre autre chose. Alors, je sais, c'est pas toujours facile à entendre ce que je dis là. Au début, il y a pas mal d'années, j'avais du mal, et puis après, je me dis, en fait, sinon, on passe son temps à se bagarrer et c'est pas cool. Et si vous attaquez, si vous pulvérisez contre, par exemple, je reprends l'exemple du Piral, vous mettez un insecticide dessus, bon voilà, ben, après, vous vous rendez compte que vous aviez une mésange avec une nichée juste à côté ben, qui est venue picorer quelques pyrales et a donné à manger à ses petits et toute votre nichée est morte. Quoi. Donc, vous dites, ah ben zut, il y a des choix à faire. Donc, voilà, je peux rien dire d'autre que ça. Voilà, donc, mais en tout cas, si vraiment vous voulez le protéger, il faut. Non, alors Bacillus thuringiensis, non, c'est pas gênant pour les mésanges. Non, c'est une maladie qui est un bacille qu'on inocule aux chenilles. Et donc, ça ne tue pas les mésanges. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, que j'utilise pas, je vous le dis tout de suite, mais qu'on peut utiliser, mais que j'essaierai un de ces jours sûrement, pour voir si ça marche. Ça marche sur les pyrales, mais c'est des chenilles. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, ceux qui ont des. Voilà, donc Bacillus thuringiensis, ça, c'est tout ce qui est chenille, mais il faut être sûr que c'est une vraie chenille. Quoi. Même s'il y a certains produits qui sont adaptés à un type de chenille. Si je ne me trompe pas d'ailleurs, le bacille, il faut le mettre, faut bien vérifier qu'il ne pleuve pas. Je pense le mettre en fin de journée. Enfin, il faut lire le mode d'emploi. Voilà. OK. Donc ici, pour les questions, j'en ai fini. Alors, on va un peu continuer sur que faire au jardin durant la première quinzaine du mois de mai. Donc, voilà, si vous avez encore des questions, vous pouvez continuer. Alors, il est un peu tard pour les semis de tomates. Donc, si vous n'en avez pas fait, vous pouvez toujours acheter les plants. À la limite, si vous semez maintenant semis de tomates cerises, vous en aurez peut-être en toute fin de saison. Voilà, le mieux, c'est peut-être alors à partir de maintenant d'acheter un plant plutôt que de les semer. Alors, dans les semis urgents, alors, j'ai envie de dire que les choux, les semis sont très urgents. Ce sont des cultures assez longues et même pour les semis, pour les choux d'hiver, il ne faut vraiment pas tarder à les lancer. Sauf les choux chinois. J'en parlerai plus tard, mais les choux chinois, franchement, il faut ça dans votre jardin. Moi, j'adore. J'ai découvert ça il y a quelques années. C'est vraiment génial. C'est excellent, ça pousse vite et on peut en avoir en décalage des autres choux. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et ceux-là, on peut les semer plus tard, mais pas avant le mois de juin. Alors, dans les pois, alors c'est trop tard pour les petits pois lisses, mais par contre, les petits pois ridés, qui sont plus sucrés, sont plus résistants à la chaleur, et donc ça, on peut éventuellement encore en mettre. Mais bon, bientôt, ça va être les haricots, moi j'ai envie de dire. Quoi. Les pois, l'intérêt, c'est de les avoir assez tôt, sinon après, je passe aux haricots. Les poireaux d'hiver, semis, en pépinière, vous pouvez faire ça maintenant, il ne faut pas traîner parce que c'est aussi une culture assez longue. Et continuer les semis de fleurs annuelles, puisque celles-là, il ne faut vraiment pas traîner, parce que sinon, bientôt, ça va être plutôt les semis de fleurs bisannuelles. Donc, je parle bien des semis. Hein. Si vous achetez des plants, évidemment, on a encore le temps. Moi, ici, d'ailleurs, ce que je viens de faire, je viens de le faire
hier, comme j'ai utilisé, j'ai repiqué pas mal de choses de ma pépinière. Donc, elle était vide. Et donc, j'ai pris tous mes vieux sachets de graines de fleurs, que j'ai récolté, voilà, un peu tout mélangé. Et j'ai tout balancé dans la pépinière. J'ai un peu remué avec un râteau, j'ai mouillé. Et voilà, je verrai ce qui va sortir de ça et j'irai les repiquer un peu partout. Ça m'a pris 10 minutes. Et voilà, je risque d'avoir des centaines de fleurs qui vont pousser à cet endroit-là, ce qui me permettra après d'aller les mettre où je veux, un peu partout dans le jardin. Alors, dans les semis un peu moins urgents, alors bon, je vais sûrement en oublier, hein, là c'est clair, mais après il y a les livres qui sont là pour vous aider. On va bientôt commencer à pouvoir semer les chicorées. En fait, les laitues, il y a des laitues d'été qu'on peut mettre, mais voilà, les laitues en général, l'été, ça marche un peu moins bien. Si vous les mettez, mettez-les à l'ombre. Alors ça va aller, mais sinon elles ont tendance à monter assez rapidement en graines. Euh, Même les variétés d'été, enfin moi je trouve. Par contre, les chicorées, elles tiennent mieux et ce sont des, mais c'est des légumes qu'on va pouvoir manger en, j'ai envie de dire en août-septembre. Ils sont plus amers, mais c'est pas des laitues, pardon, c'est des chicorées. Alors, vous pouvez mettre encore les betteraves, les carottes, pas de souci. À partir du mois de mai, fin mai, début juin, on pourra commencer à mettre d'ailleurs les carottes et les betteraves qui sont plus destinées à la conservation pour les garder une partie de l'hiver. Ce que je fais, je mets des tournesols un peu partout, en pleine terre. Parce que, en général, quand je vois une taupinière, je me dis le travail est fait. Je prends quelques graines, je prends 3 graines de tournesol, je fais un petit trou, je les mets dedans, et voilà. Et j'ai envie de dire qu'une fois sur deux, j'ai un tournesol qui pousse à l'endroit de ma taupinière. C'est pas de boulot, c'est très facile et un gros tournesol en jardin, c'est vraiment très joli. Et je préfère ne pas les mettre au milieu de mon potager parce que c'est assez gourmand, ça prend beaucoup d'eau et donc les légumes autour ont un peu de mal. Le maïs, on peut commencer à semer les maïs. Alors moi, je mets du maïs doux, j'adore ça. Franchement, c'est un plat extraordinaire. Un maïs doux, frais à récolter, c'est fabuleux. Je vous conseille de le faire. Alors moi, je les protège parce que j'ai pas mal d'attaques j'ai des faisans au jardin et j'ai des pigeons qui viennent les déterrer systématiquement. Donc je mets un petit grillage au-dessus le temps qu'ils sortent un peu. Donc voilà, le maïs. La tétragone, donc les épinards, c'est un peu tard. Donc ils ont tendance à monter en graines, même s'il y a des variétés de jours longs qui vont tenir. Mais voilà, moi je ne sème plus d'épinards. Ce sera l'été, ce sera trop dur. Par contre, la tétragone, elle, se mange comme les épinards et elle ne craint pas les fortes chaleurs. Elle est un peu difficile à faire germer, mais voilà, moi j'en ai dans la serre toujours. J'en laisse pousser une, les graines tombent et elles regerment tout seul l'année suivante. Je les prends et je vais les mettre au jardin. Alors, les premiers haricots nains, alors je sais qu'il y en a qui avaient déjà semé des haricots. Avec le temps qu'il fait, à mon avis, ils doivent pousser pas mal. Donc, peut-être que c'était un très bon choix. Voilà, on verra un peu. Mais on n'est pas encore au sein de glace, donc il y a toujours ce risque de gel. Voilà, moi, ce que je fais en général, maintenant, enfin à partir de début mai, peut-être la semaine prochaine, je vais semer quelques haricots nains parce qu'ils sont très hâtifs. En 2 mois, ils peuvent commencer déjà à donner les haricots. Mais j'en mets pas beaucoup. J'en mets quelques-uns histoire de me faire quelques plats. Si ça passe, si le temps le permet, j'en aurai assez rapidement. Et si le temps est mauvais et qu'il ne tienne pas le coup, c'est pas grave parce que j'en aurais pas mis énormément. Et donc, je les protège aussi des pigeons chez moi. Les radis d'été, mais j'en mets pas parce que je trouve que les radis ont un peu de mal. Les endives, donc les chicons, bientôt, donc on va pouvoir les semer. Donc, en 2 mots, les chicots, on vous les semer. Ils vont faire, c'est la famille des chicorées, elles vont faire des plantes avec des grosses racines. Et un peu avant les gelées, donc au mois de novembre, je les déterre, je les habille, mais je vous expliquerai comment on fait. C'est-à-dire, je coupe les feuilles et je les laisse quelques jours à l'extérieur pour permettre l'arrêt de la végétation. Et puis, je les rentre en cave et je fais ce qu'on appelle le forçage. Donc, je les mets dans du terreau, dans du sable ou autre, pour faire des chicons pendant la saison d'hiver. Alors, oui, je pense à ça. Si vous semez ou si vous préparez la terre,
et que vous ne paillez pas beaucoup, il faut pailler. Mais si vous payez, par exemple, si vous faites un semis de carottes, il faut ne paye pas trop tout de suite. Vous allez, si vous êtes en ville, vous allez avoir les chats qui vont débarquer, creuser le sol. Ils adorent ça. Et donc, ce que je fais en général, c'est que je mets des vieux grillages au niveau du sol, ce qui embête les chats et donc leur évite de venir griffer à cet endroit-là. Et donc, c'est un petit truc que j'utilise assez souvent au jardin. Alors, pour les semis, vous pouvez continuer les semis à l'intérieur, hein, donc comme les courgettes, les potimarrons, les concombres, les cornichons. De nouveau, normalement, ne les sortez pas avant le 15 mai, ou si vous en avez beaucoup, ben vous le sortez, et puis vous prévoyez une petite protection en cas de baisse de température, hein, donc un voile de forçage, une bouteille en plastique transparente, voilà. Juste ici, je regarde la météo, on annonce 3 degrés dans la nuit de samedi à dimanche, voilà. Donc, n'aime pas trop ça. Continuez les repiquages, hein, donc choux, laitues, poireaux. On peut commencer à faire le repiquage de poireaux que vous avez semés. Sinon, voilà, vous pouvez aussi les laisser grandir un petit peu plus avant, les repiquer un peu plus tard. On peut encore mettre des pommes de terre. Moi, je les mets mi-avril en général, sauf mes hâtifs que je mets au mois de mars. Mais il n'est pas trop tard pour les mettre. Vous pouvez continuer à les mettre. Repiquer partout les fleurs, donc les soucis, les mauves, la borrache, la facélie, les cosmos, les tagettes et autres. Ce sont vraiment des plantes qu'il faut avoir et vous laisserez d'ailleurs certaines plantes donner leurs graines que vous récupérerez et que vous semerez l'année suivante. Et une fois que vous en avez, vous en avez pour la vie. Il fait quand même fort sec, donc moi j'ai quand même arrosé quelques fois mes semis. Donc, peut-être petite info là, je ne sais pas si ceux qui ont vu la vidéo que j'ai faite sur les semis épinards, poireaux, carottes. Donc, les épinards sont sortis, pas de souci. Et les poireaux et carottes, donc c'est les oignons que j'ai mis, sont sortis également, mais ils ont mis du temps. Ils ont mis du temps. Ils ont mis certainement 3 semaines, un mois avant de sortir. Donc, si ce n'est pas encore sorti chez vous, ne désespérez pas, ça peut encore arriver. Enfin, après, parfois, ça peut être mangé par d'autres animaux. Voilà. Mais n'hésitez pas non plus à ressemer si ça n'a pas marché. Il n'est pas trop tard. En tout cas pour les carottes. Voilà, donc là j'ai fait un petit peu le tour des légumes auxquels je pense pour l'instant. Donc la prochaine fois, donc je vous tiendrai au courant. Donc je verrai si je fais encore une séance samedi prochain, j'aimerais bien. Peut-être que je parlerai de la rotation des cultures. Voilà, donc je vais voir un peu peut-être en fonction des questions. Alors voilà, pas mal, 10h01, trop fort. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Vu la météo, on peut déjà mettre des tomates à l'extérieur. Alors, moi, je vous dirais non, mais c'est vrai que s'il fait beau, ça pourrait marcher, hein. Donc, de nouveau, si vous avez beaucoup de tomates, prenez le risque, c'est pas grave. Si jamais ça marche pas, si se plaît pas, vous remettrez un autre à la place. Donc, prenez le risque, ça vaut vraiment la peine parce que j'aurais vraiment du mal à vous dire non, le faites pas. Oui, faites-le parce que dans un cas ça va marcher, dans l'autre cas ça va pas marcher. Donc, j'ai pas envie de dire ça. Donc, mais si vous n'avez que 2 plants, non. Alors attendez. Et s'ils deviennent trop grands à l'intérieur, mettez-les plutôt dans un pot plus grand pour leur permettre d'attendre. Moi, juste pour info, donc moi je viens de mettre, donc j'ai mis il y a une semaine mes premiers plants de tomates dans la serre. Et à l'intérieur, j'ai encore des plants que j'ai transplantés dans des bouteilles en plastique transparentes, donc de 1,5 litre, pour leur permettre de grandir encore. Donc, je les ai en backup pour remettre dans la serre ou à l'extérieur, je verrai bien. Et donc là, en tout, j'en avais pas beaucoup, j'avais fait une vingtaine de plants. Mais par contre, j'ai encore 70 plants de tomates qui sont encore petits. Ils sont de cette taille-là, quoi, que je vais encore. Alors pourquoi ils sont petits? Simplement parce que je les garde à l'intérieur, je les sortirai à partir du 15 mai, mais ça prend de la place. Je n'ai pas une serre professionnelle chauffée. Et donc ici, ils ne prennent pas de place, quoi. Ils sont à l'intérieur et il n'y a rien à faire au niveau de l'organisation de la maison, c'est important. Donc ici, ils ont cette taille-là. Je vais les remettre dans des pots individuels pour leur permettre de grandir, pour qu'ils soient à une bonne taille dans 3 semaines au moment où je vais les mettre à l'extérieur. C'est vrai que la météo, elle est super, hein, donc on peut tenter le coup. Mais alors, si vous le faites, protégez-le, mettez un voile de forçage ou autre. Mais
j'ai envie, si vous n'en avez pas beaucoup, de vous conseiller plutôt de les garder encore à l'intérieur, ou alors, si vous, évidemment, vous avez une serre, vous pouvez les mettre. Alors, haricots, encore trop tôt, mais ça, j'ai un peu répondu à la question, hein. On peut déjà les repiquer au jardin. Moi, je ne le fais pas encore. Je le fais pas encore. Alors, ce que j'ai fait quand même, je vais tout dire, j'ai aussi mis des haricots, mais je l'ai fait il y a 2-3 jours, dans des rouleaux de papier toilette. J'ai mis des haricots et j'ai mis des maïs à l'intérieur. Donc, pour leur permettre de germer, de sortir, et donc ils seront prêts. Donc là ils ne sont pas encore sortis, mais ils vont sortir d'ici 2-3 jours. Et je les repiquerai déjà une certaine taille, pas trop, hein, parce qu'ils n'aiment pas être repiqués à racine nue. Donc, dès que la racine commence à sortir. Ah, j'ai ma fille qui est. Ah, j'ai ma fille qui est tombée de l'escalier. Ou je ne sais pas quoi. Un tout petit instant. Bon, ouais, elle est tombée. Je crois qu'elle s'est fait. Voilà, elle est avec Marie. Bon, on va voir ce que ça donne là. Elle pleure. Elle a eu le souffle coupé. Bon, je vais terminer ici. On a bientôt terminé. Mais voilà, j'espère que ça va. Voilà, alors, n'ayant pas de place pour semer préalablement, je vais essayer directement en place. Je vais décaler dans la c'est une bonne solution. On parle de quoi là? On parle courgettes, tomates ou j'achète des plants. Courgettes, alors oui, par exemple les courgettes, pas de place pour semer préalablement. Il ne faut pas beaucoup de place, hein, un petit appui de fenêtre, ça suffit. Mais sinon, pour les courgettes, vous attendez encore le 15 mai et vous les semez directement en pleine terre le 15 mai. Pas de souci, ça marche. Le seul truc, c'est que vous les aurez évidemment un petit peu plus tard, hein, par rapport au fait de mettre un plant. Le fait de pouvoir semer à l'intérieur permet, alors pour les tomates, c'est un peu obligatoire parce que si vous les, on peut les mettre directement. Si vous les semez dehors directement au mois de mai, le problème, c'est que vous n'aurez pas de tomates parce qu'elles seront vertes au moment où, en fin de saison. Donc, le fait de les mettre à l'intérieur permet d'en avoir. Mais pour beaucoup de légumes, on peut les semer directement en pleine terre. Donc, ça va pour ma fille. On peut les semer directement en pleine terre. Ça marche aussi. C'est juste que ça donne plus tard. C'est vraiment ça, c'est l'idée. C'est ça, décalé d'un mois, c'est pas mal. Oui, tout à fait. Ah, bien sûr, je ne parle pas des courgettes, tomates. Oui, c'est ça. Oui, alors si vous avez deux, oui. Okay. Donc, si vous avez que quelques plants achetés, vous pouvez bien sûr le faire. Ok, avec grand plaisir. Où on met haricots et maïs. Peux-tu réexpliquer? On parle quoi de l'association de culture, c'est ça? Donc, donc moi, ah oui, réexpliquer. Oui, donc moi, ce que je fais, j'ai fait une vidéo. Attendez, est-ce que je l'ai déjà publié? Oui, je crois que j'ai publié. Ah, je ne sais plus. Vidéo sur le rouleau de papier toilette. Donc, gros câlin pour la poulette. Ça a l'air d'être. Donc, je prends le rouleau de papier toilette, donc la partie en carton. Je remplis avec du terreau. Donc, l'avantage, c'est que ça fait cette hauteur-là. Donc, c'est assez haut. L'avantage, c'est que c'est ouvert en dessous et que c'est biodégradable, c'est du carton. Donc, je mets du terreau dedans, sur toute la hauteur. Je mets les graines. Je prends un récipient, d'accord. Je mets tous les rouleaux les uns contre les autres pour qu'ils tiennent. Et je mets de l'eau. Donc, et je mets de l'eau pour bien humidifier le terreau. Et je mets ça à une fenêtre. Donc, ça va germer, les plants vont sortir et ils vont commencer à pousser. Alors, haricots, maïs, ça va aller assez vite, ils vont commencer à pousser. Et en gros,
en 2 semaines, j'aurai déjà un plant prêt à être repiqué. Et dans 2 semaines, on peut les mettre dehors. C'est ça l'intérêt. Et donc, quand vous le plantez à l'extérieur, vous mettez tout le carton, tout le rouleau sous la terre. Parce que la partie qui va être à l'extérieur, si vous le plantez par exemple en laissant dépasser, eh bien cette partie va sécher, ne va pas se décomposer très rapidement. Si vous mettez tout avec l'humidité, ça va se décomposer. Alors, de l'eau dans le bac, oui, pourquoi? Parce que, enfin, quand je mets du terreau, je le mets dans le rouleau de papier toilette. Le terreau, il est légèrement humide, mais vous ne pouvez pas prendre du terreau qui est complètement trempé, sinon il va être trop tassé. Donc, il est légèrement humide, mais encore assez aéré. Je le mets dans le bac avec de l'eau qui va monter et bien humidifier le terreau par capillarité. Alors, ça absorbe tout, puis dans mon bac, il n'y aura plus d'eau, quoi. Je ne laisse pas, en tout cas, de l'eau en permanence dans le bac, parce que ça peut amener d'autres types de problèmes, champignons et autres. Alors, j'ai fait plein de semis de boîte à œufs. Ok. Ok, ouais, ça marche bien. Alors, j'ai envie de dire, le seul souci des boîtes à œufs, c'est que le fond est fermé et que donc ils ne sont pas très hauts. Donc, pour certains types de semis, pas de problème. L'avantage des rouleaux de papier toilette, c'est qu'ils sont beaucoup plus hauts et que donc vous allez permettre aux racines d'aller en profondeur. Si vous avez un carton d'œuf, ce n'est pas très haut et donc les racines, ça marche pour le démarrage. Mais si vous le laissez tourner, voilà, la racine va s'enrouler. Et quand vous allez le mettre en pleine terre, si le sol n'est pas assez humide, parfois j'ai vu que la racine passait pas à travers. Donc, si c'est assez humide, elle va passer à travers, elle va faire son chemin. Donc, dans ce cas-là, il va falloir arroser. Ou alors faire un petit trou en dessous du carton à eux pour permettre aux racines de sortir. Donc, moi, je suis pas. Alors, on parle ici des godets en tourbe. Je suis pas fan. La tourbe, il y en a. On l'exploite beaucoup trop. Ça marche, hein, bien sûr, mais on l'exploite beaucoup trop. Donc, moi, je suis plus à utiliser des godets réutilisables ou parfois, si vous voulez si vous voulez pas utiliser du tout de plastique, des presse-mottes. Oui, c'est un appareil. Vous mettez de la terre dedans, vous pressez les mottes, tac, 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 et puis vous venez semer directement. Voilà. Mais voilà, mais tous les récipients sont utilisables, bien sûr. Vous avez des pots de yaourt, ça marche aussi. Le souci quand vous avez par exemple un pot de yaourt, c'est que il faut pas arroser, il faut arroser, mais pas trop, parce qu'évidemment, comme il n'y a pas de trou, alors il faut faire des trous. Comme il n'y a pas de trou, l'eau ne peut pas remonter par capillarité. Voilà. Eh bien, voilà, il est 10h10. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions. Ça me fait plaisir, en tout cas, de passer un peu de temps informel avec